Nous allons commencer cette table ronde, si vous voulez bien, afin de ne pas prendre de retard et de permettre en particulier à notre collègue canadien de pouvoir repartir à temps. Voilà. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Après une matinée très dense qui nous a permis de cadrer l'objet de la ou des vulnérabilités avec un envol théorique de très haut niveau, nous allons au cours de cette table ronde redescendre un petit peu dans le monde et dans la réalité pour savoir en quoi cet IPVS pourrait finalement changer quelque chose réellement pour les personnes concernées. Et donc, pour cela, je vais donner immédiatement la parole à Marie-Catherine Ellinger, qui fait partie de l'équipe de l'IPVS et qui est présidente de France Asso Santé pour Bourgogne-Franche-Comté et qui représente évidemment le partenaire le plus important peut-être de cet institut, que sont les usagers. Merci France. Donc un mot sur France Asso Santé, qu'on soit bien au point. France Asso Santé, c'est une fédération, un collectif d'environ une centaine d'associations de patients, de personnes âgées, de consommateurs, de personnes handicapées, etc., etc. Et nos missions, ce sont en particulier l'information, la formation, l'animation, le plaidoyer. On agit en justice aussi, et la représentation. Et c'est dans le cadre de cette représentation que Régis Aubry nous a demandé de faire partie de l'IPVS. Alors c'est assez remarquable parce que c'est la première fois que je vois ça, moi. Dans cet IPVS, nous avons 40% des voix au conseil d'administration. C'est-à-dire que sur 12 personnes au conseil d'administration, il y a 5 associations représentant les usagers. Je ne dis pas merci Régis, on va voir comment ça va fonctionner. Et bah oui, mais de notre côté. Et je ne vais pas parler de vulnérabilité comme ce matin, je vais parler de notre attente de changement dans le dispositif que propose l'IPVS. En particulier, la modification de la place et du rôle du patient et des aidants, des proches des aidants, patients partenaires, la modification des organisations et la modification de la place des associations dans cet IPVS. Je vais faire référence, bien entendu. C'est dommage que Catherine Tourette-Turgis ne soit pas là, parce qu'on est bien d'accord qu'on fait référence au modèle de Montréal et celui de Christine Carman, en particulier sur le patient partenaire. Tout le monde sait que le patient partenaire, c'est un patient... il est reconnu partenaire de son projet de soins. Alors, ce sont des grands mots, des fois. Il est acteur de sa santé, il participe à son parcours de soins, à son parcours de santé, en lien avec le médico-social en général et son parcours de vie. Il co-construit tout ça. Et dans la vraie vie, et on en parlait encore avec Régis Aubry dernièrement, le patient, et quelqu'un l'a abordé ce matin, il est souvent considéré comme quelqu'un qui ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit. Et ses capacités, je ne sais pas si, d'après tout le monde, il en a beaucoup. Et on nous prend souvent pour des imbéciles. Et je voudrais si vous n'avez pas écouté les podcasts qui ont été faits par l'UTEP, l'unité transversale d'éducation des patients, et France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté, il y a 10 podcasts où les patients de tous les âges, avec des maladies chroniques tout à fait différentes, parlent de leur vie avec la maladie. Et quand vous écoutez ça, vous vous dites, ce sont des gens qui sont souvent devenus experts de leur maladie, et souvent ils sont devenus autonomes. Ces podcasts s'appellent Déséquilibre.
allez-y, ça vaut vraiment la peine de les écouter. Déséquilibre, avec le jeu de mots déséquilibre. Tout ça pour dire que chaque patient, si on l'écoute, si on l'informe bien, etc., peut devenir à plus ou moins long terme partenaire de sa santé et partenaire des soignants. Ça, c'est le côté attente de changement pour les patients. L'attente de changement pour les organisations, ce qui est intéressant, c'est que le dispositif devrait permettre de changer les prises en charge et l'accompagnement depuis les services d'hôpital jusqu'avec le DAC, etc., hors du domicile pour aller jusqu'à ce qui est service à domicile. Et ce qui nous importe, est dans le modèle de Montréal, on parle souvent de culture de décision partagée entre les soignants, les patients, leurs proches et les aidants. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on aimerait insister. Alors, il y a pour l'instant les deux services qui sont partants dans cette expérimentation, c'est la cardiologie et la neurologie au CHU de Besançon. Il faudra que nous veillions à ce que les professionnels de santé soient partants, parce qu'on va pas, si les gens sont pas partants, ça va pas aller. Ils soient informés, impliqués et formés, aussi bien en formation initiale, puisqu'en formation initiale, il y a déjà des travaux qui sont faits aussi avec l'université des patients et toutes les universités qui sont dans ce... mais aussi en formation continue. Et je me tourne vers vous, Monsieur Coiplet, parce que je ne sais pas si il ne faut pas que nous fassions plus appel à tous les OPCA, OPCO, des formations continues, à l'hôpital et ailleurs, pour qu'on puisse inculquer cette culture de décision partagée et changer les mentalités au fur et à mesure. Il faut du temps. Et c'est certes, nous avons dans l'équipe du dispositif de l'IPVS, il y a des IPA, des patients experts, il y a l'UTEP qui va nous accompagner, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit plus... offensif. Oui, offensif. Et bien entendu, il va y avoir les outils qui sont en train d'être créés par l'HAS. Donc, je pense que ça sera aussi intéressant. Et je voudrais finir par les associations partenaires, parce que ce matin, on a parlé de fragilité du lien social. Ces associations qui connaissent bien, là je parle de la cardiologie et de la neurologie, parce que c'est ça qui nous intéresse, ces associations, elles améliorent, elles aident à l'amélioration de la qualité de vie de ces patients en les accompagnant au fur et à mesure. Et j'ai deux exemples. L'exemple de Cardio Franche-Comté qui soutient, et aussi AVC 39 Jura, qui soutiennent les patients quand ils sortent de leur hospitalisation, qui sont là avec eux, ils ont des groupes d'échange, etc. Et Cardio Franche-Comté va jusqu'à leur proposer des activités, en particulier des marches nordiques. Et vous avez des gens qui sont transformés, mais ils sont accompagnés. Voilà, pour l'instant. Merci. Vous arrêtez là, Marie-Catherine ? Oui, pour l'instant. Bon, on a gagné du temps, mais je reviendrai vers vous quand même. Évidemment, une approche très importante vers la culture de décision partagée. Et je pensais, en vous écoutant également, à tout l'aspect recherche participative, qui très souvent reste pour l'instant un mot prononcé en colloque, un mot qui apparaît sur les textes, mais qui, dans la réalité de nos laboratoires, puisque moi je suis professeur à l'université et que je suis dans un laboratoire INSERM, je sais à quel point il est difficile que cette réalité
de la recherche participative se mettent à exister véritablement. Donc, votre remarque est extrêmement pertinente. Dans la suite de cette volonté de dire cet IPVS, ce ne va pas être un organisme de plus qui viendrait s'ajouter aux autres, mais quelque chose qui va véritablement décliner en ces 3 volets d'observatoire, de recherche et de formation une véritable efficacité. Je vous donne la parole, Monsieur Coiplet, vous qui êtes le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour ces propos introductifs. Merci au professeur Aubry, parce que nous considérons que pour la Bourgogne-Franche-Comté, la création de cet institut est une formidable chance de pouvoir nous aider à faire bouger les curseurs, puisque vous l'avez dit. Et je suis particulièrement heureux que vous ayez d'abord donné la parole aux représentants des usagers, et je vais vous livrer une anecdote qui m'est toujours restée, qui montre combien il est important ni de projeter, ni d'apporter des réponses qui sont légitimes collectivement, mais qui ne peuvent parfois ne pas toujours correspondre aux attentes des usagers, des patients, des personnes accompagnées. Nous nous retrouvions autour de la table avec des représentants d'associations, des établissements qui œuvraient dans le champ social, et collectivement, parce qu'on voyait bien qu'un certain nombre de personnes renoncent à leurs droits et à leurs soins, eh bien, il fallait développer des mesures d'aller vers. Et de façon unanime et pétrie de bons sentiments, disant, ben voilà, pour celles et ceux qui aujourd'hui sortent de centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les fameux CHRS, pour celles et ceux qui les connaissent, eh ben, créons des équipes mobiles, parce que ça permettra de nous assurer que l'accompagnement est de mise, même quand on sort d'un dispositif. Et là, une petite voix s'était élevée d'un monsieur qui avait osé prendre la parole. Je dis osé parce que parfois la parole n'est pas toujours entendue à sa juste valeur. Parfois, elle peut même servir d'alibi. On s'est réunis, on a demandé à un patient d'être là, il dit 2-3 phrases et on passe à autre chose. Or, nous avons entendu cette parole qui disait simplement, moi j'ai connu dans ma vie des grandes périodes de vulnérabilité, ça a été dur, mais maintenant je veux m'en sortir par mes propres moyens et j'ai pas besoin d'équipe mobile. J'ai pas besoin d'équipe mobile. Et donc on voit bien là que il faut que nous nous gardions, lorsqu'on agit pour et avec les usagers, d'entendre cette parole qui a toute sa légitimité, qui ne veut pas forcément dire qu'elle représente l'ensemble, puisque évidemment on peut avoir des données statistiques, épidémiologiques, culturelles, sociologiques qui montrent quand même qu'il y a des formes d'agrégation des besoins, mais la démarche et les besoins individuels étaient et sont absolument importants. Donc ça, c'est un préalable de considérer que quand on parle vulnérabilité, ça ne peut être, selon nous, et dans l'ensemble des plans que nous déclinons, ou des dispositifs, ou des réponses que nous essayons d'apporter pour améliorer la santé et protéger la santé des habitants de cette région, voilà, c'est essentiel. On pourrait même d'ailleurs, au-delà de la formation, s'interroger aujourd'hui sur l'émergence, là encore extrêmement importante, de pères experts, de pères aidants, de patients qui ont des tas de choses à nous dire et qui en font un véritable métier, une véritable mission, et qui, au-delà de la formation, et l'Institut des vulnérabilités va nous aider aussi à considérer que cette parole, elle doit être aussi éclairée, formée. C'est pas seulement, voilà, on lance des choses en l'air, c'est aussi peut-être, et on pourra en débattre, à l'équilibre entre les droits et les devoirs, parce que de part et d'autre, patients et soignants, il y a aussi des droits et il y a aussi des devoirs, mais c'est à un moment donné se dire, dans cette perspective de mieux mettre en valeur les usagers, il y a aussi leur reconnaissance professionnelle. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la fonction publique hospitalière, dans les conventions collectives, dans toutes les structures de paiement, comment on rémunère à leur juste prix, au-delà de la formation, ces patients, ces personnes accompagnées qui sont fort utiles. J'ai travaillé un temps à l'ARS Pays-Loire, on avait embauché une personne vivant avec un handicap qui était, comme tout autre salarié, conseillère en autonomie. Mais qu'est-ce qu'on a dû faire comme circonvolution, parfois un peu tendre le bras à la réglementation pour permettre à ce que cette personne soit, parce qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait effectivement nous dire les choses. Alors, je ne vais pas faire trop de hauteur, puisque vous nous avez dit qu'il fallait donner des choses concrètes. Juste un point, et je vais me permettre, parce que pour nous, ARS, on est vraiment là dans l'ADN, dans le cœur de la mission, dans le cœur du métier. Alors attention, je ne vais pas faire de prosélytisme, je vais le prendre comme un personnage historique, Paul, qui disait une belle phrase quand même, et que je vous livre, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis le plus fort ».
Quand je suis faible, c'est alors que je suis le plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette notion de fragilité, de vulnérabilité, mais cette fragilité ou cette vulnérabilité, quand elle est portée par les personnes, elle porte en elle aussi les ferments de la résilience, de l'humilité, de la reconnaissance de la capacité, des compétences, alors que trop souvent, on caractérise une personne, confère la personne qui sort du CHRS, la pauvre, elle a besoin encore d'être aidée. On caractérise la fragilité, alors qu'on devrait, quand on parle de vulnérabilité, d'abord et avant tout montrer les forces, les capacités, et ce, jusqu'au dernier jour de la vie. Alors, nos projets régionaux de santé que nous avons co-construits ensemble, quand je dis c'est cœur de métier, c'est cœur de métier. Ça veut dire que nous nous adressons à la santé de tous les habitants de cette région, mais nous avons une action proportionnée, un effort proportionné à celles et ceux qui, à un moment donné, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, sans juger, sans stigmatiser, sans trop coller des aspects collectifs sur ce qui relève de chaque personne. Alors, c'est pas simple, hein, d'avoir une agrégation des besoins de chaque personne. C'est ce qu'on appelle, et Franck Chauvin le définira mieux que moi, l'universalisme proportionné. Je m'en excuse, hein, c'est un peu un grand mot théorique, mais c'est majeur. Ça veut dire que nous considérons nos projets régionaux de santé, même si, je le dis, ils sont parfois encore trop centrés sur la maladie, pas assez sur les malades et leur environnement. Ils sont parfois encore trop ciblés sur tel vecteur, sur tel couloir d'intervention. Le monde hospitalier fait le monde hospitalier, le monde du libéral fait le libéral, le monde du médico-social fait le médico-social, et j'en passe et des meilleurs. Alors que quand on parle vulnérabilité, il convient de décloisonner, d'agir en pluriprofessionnel, d'agir, j'y reviendrai, au plus près des besoins des gens. Donc, c'est vrai, encore beaucoup de PRS qui sont plutôt ciblés sur la maladie, pas tout à fait complètement sur les malades, et encore moins aujourd'hui sur la dimension de l'environnement. Or, lorsqu'on parle de vulnérabilité, je pense fondamentalement qu'il faut vraiment parler One Health, une seule santé, qui permet d'englober celles et ceux qui sont touchés par des vulnérabilités, parce qu'elles sont, vous l'avez dit ce matin, protéiformes, complexes, multiples, avec des causalités différentes. Mais si on a cette approche, ça me semble être absolument important. Et le troisième point dans nos PRS, c'est effectivement d'agir d'abord sur les parcours de santé et de vie, et pas des parcours saucissonnés, parce que nous savons que quand on parle de vulnérabilité, surtout pour celles et ceux qui parfois renoncent au droit, ça devient encore plus compliqué. Alors, très concrètement, une fois que j'ai dit cela, mais c'est important parce que ça fixe le cap. Voilà ce vers quoi nous essayons d'arriver. On a des réponses que j'espère de plus en plus fréquentes. Nous essayons à chaque fois de favoriser le droit commun, c'est-à-dire d'inviter les patients à aller vers l'hôpital, aux urgences. Mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, quand on parle de vulnérabilité, on a aussi besoin de tenir compte de ces fragilités, de ces difficultés, et donc trouver un équilibre entre le droit commun toujours et avant tout, mais parfois organiser des consultations spécifiques pour des personnes vivant avec handicap, permettre un accès particulier à l'hôpital avec des permanences d'accès aux soins, privilégier le lien ville-hôpital quand on sait qu'une fois encore, le parcours n'est jamais horizontal, il est toujours transversal et compliqué. Créer des équipes mobiles qui sont nécessaires, parce que ça peut être aussi l'occasion d'aller vers et prendre soin de celles et ceux qui sont un peu loin. Donc tout ça, on le met en place. On le met en place aussi avec un projet régional de santé qui a un document très important qui est le PRAPS, excusez-moi du sigle, hein, mais qui est en gros le projet régional d'accès aux soins pour les personnes les plus fragiles. On n'a pas utilisé le concept de vulnérabilité. Je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on le présente plutôt sur cette notion de fragilité ou pécuniaire liée à la précarité. Or, on voit bien que la vulnérabilité, elle est bien plus vaste que cela. Mais ça permet quand même à un moment donné d'affirmer très clairement, voilà, sur l'ensemble de nos actions, il y a un champ complet et dédié à ce fameux PRAPS. Mais cependant, et Franck Chauvin peut en témoigner, on s'était dit que demain, on n'a pas besoin de PRAPS. On a très certainement besoin de nous assurer que chaque action que nous menons de santé a une dimension de prévention et de lutte contre les vulnérabilités. Presque comme si c'était intrinsèque à l'action que nous menons. Parce que parfois, le problème, c'est que nous collons des dispositifs, nous menons des actions qui ne répondent pas aux besoins des personnes. Alors, on est obligé de globaliser, on est obligé d'avoir un peu des tendances, et c'est normal,
mais on est obligé de plus en plus de personnaliser et d'accompagner, et l'Institut des vulnérabilités pourra nous y aider. Parce que, et j'en terminerai là, parce qu'il y a peut-être d'autres points à aborder, je pense que ça serait intéressant de voir quel rôle peuvent apporter les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, parce que là, on a quelque part des bonnes fées qui sont là pour aider les professionnels de santé à mieux gérer leur parcours de santé et de vie, tout simplement. Mais je voudrais juste terminer, parce que j'aurai aussi loisir à vous montrer un peu toutes les actions qui sont menées et que nous essayons de mener dans cette belle région de Bourgogne-Franche-Comté, notamment le sujet de la territorialisation. En tout cas, au-delà du grand mot, c'est la vulnérabilité, elle est présente et souvent elle est accompagnée même sans qu'on le mesure, sans qu'on le sache. Pour autant, il y a besoin d'observer, de former, de sensibiliser et d'apporter une nouvelle approche au niveau clinique. Il y a très certainement aussi à accélérer la dimension préventive, la dimension de repérage, la dimension d'anticipation, qui est encore un secteur trop faible. Mais je pense que notre devoir collectif, c'est certes d'avoir une réponse des vulnérabilités qui soit collective, parce qu'on retrouve parfois un certain nombre de critères communs, mais de grâce, pas le sparadrap du capitaine Haddock qui marque à vie. Je veux reprendre un simple exemple qui concerne les enfants de l'ASE, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont souvent à double, triple, quadruple vulnérabilité, de santé mentale, de handicap, de précarité sociale. Mais bon sang de bois, c'est pas non plus une fatalité. Malheureusement, nous constatons que parce que peut-être on n'est pas intervenu en amont, parce que peut-être on n'a pas suffisamment agi avec des consultations longues et préventives dès le plus jeune âge, alors on est enfant de l'ASE jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et donc je pense que la vulnérabilité, elle porte dans notre action de puissance publique. Et je le dis devant des élus éminents, l'ARS n'a pas vocation à tout porter toute seule. C'est dans cette dimension collective, transversale, pluriprofessionnelle, territoriale qu'on peut agir. Mais de grâce, considérons les vulnérabilités comme un devoir. C'est même pas un enjeu, c'est un devoir. Mais un devoir qui soit le plus en respect de celles et ceux qui les vivent. Merci pour vos propos. J'ai tellement stressé tout le monde avec la pendule que finalement on est en avance, mais c'est bien parce que nous reviendrons sur chacun de vos propos. Juste un petit mot sur ce que vous avez évoqué au départ, sur le fait que nos actions, nos façons de penser sont depuis très longtemps maintenant centrées sur la maladie, sur un modèle biomédical qui encore aujourd'hui est présent dans les formations, à l'université, pour les médecins, pour les formations initiales des paramédicaux, pour les masters IPA, pardon, mais quand même c'est comme ça, et qu'il va falloir, de ce point de vue-là, renverser la culture si on veut pouvoir se comprendre après dans l'approche, et en particulier dans l'approche capacitaire que vous avez également évoquée. C'est-à-dire que quand on rentre dans le modèle biomédical, on ne peut pas, en premier lieu, aborder l'approche capacitaire. Et pourtant, il faudra bien rentrer comme cela. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole au professeur Puisieux. François Puisieux est professeur de gériatrie à Lille et je suis doublement heureuse de lui donner la parole, d'abord parce que on se connaît depuis longtemps et on s'aime bien, et puis d'autre part parce que on a évoqué rapidement ce matin l'âge, effleuré la notion de la fragilité, avec lequel il n'y a pas uniquement un problème, une question sémantique entre fragilité et vulnérabilité. Il y a bien d'autres choses. Il y a toute une culture médicale sur le syndrome de fragilité. Et puis, Madame Caron, au début de son propos, qui volontairement, après, l'a nuancé beaucoup, mais rentrait dans le catégoriel avec les femmes, les vieux, tout ça, voilà. Et on se disait, si on est une femme handicapée et âgée, là, on est bien chargé. Et pourtant, on peut, même dans cette situation, ne pas être vulnérable. Voilà. Et donc, je suis contente qu'on puisse revenir sur la question de l'âge. Merci, François. Merci beaucoup, France, et j'ai grand plaisir à être à Dijon. Alors, finalement, on m'a un peu présenté tout à l'heure, donc j'ai l'honneur de dire que je suis du Nord. Je suis lillois. Et on a vanté le Nord, et je suis très reconnaissant à ceux qui ont vanté le Nord, qui ont rappelé toute cette origine ouvrière. Et peut-être aussi tout ce qu'ont fait les ouvriers du Nord pour notre pays. Et quelquefois, quand on entend les gens s'en moquer, je pense qu'il y a beaucoup d'ingratitude.
Mais c'est vrai que dans le Nord, il y a toujours, je pense, cette solidarité forte entre les personnes de différentes générations. Donc, voilà, je viens du Nord et je travaille à Lille, au CHU de Lille. Et puis, Françoise Tannenbaum aussi a parlé des gérontopoles. Et j'ai l'honneur d'être le président du petit dernier, finalement, des gérontopoles, en tout cas parmi ceux qui sont nés, car d'autres vont certainement apparaître dans les années à venir, qui est le gérontopole des Hauts-de-France. Et je remercie beaucoup Françoise d'avoir accompagné dans sa naissance et dans ses premiers temps le gérontopole des Hauts-de-France. C'est vrai que c'est un honneur et je pense que les gérontopoles ont cette mission-là d'être des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux de réflexion partagée. Et donc, troisième remerciement à Régis Aubry de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet de la vulnérabilité. D'abord parce que c'est un moment où on peut penser. Et c'est un problème en médecine qu'aujourd'hui on est toujours dans le faire. On est sans cesse dans le faire, le jour et parfois la nuit aussi, et parfois le week-end. Et finalement, on est rarement dans des temps de réflexion. Et il nous faut évidemment réfléchir, le soin, l'accompagnement des personnes malades, c'est-à-dire finalement des vulnérables. Et en parlant de vulnérabilité, je pense qu'on est au cœur du métier de soignant. Le métier de soignant, je le définis comme un métier de l'attention à l'autre et de l'attention aux vulnérables. Je pense que c'est ça le métier de soignant. Et si on oublie cela, si on est dans la haute technicité, peut-être peut-on en être fier, mais finalement on oublie que le métier de soignant, c'est d'abord cette relation à l'autre si particulière et à l'autre vulnérable. Ensuite, je suis d'abord gériatre, c'est-à-dire que je travaille dans la spécialité qui concerne les personnes âgées malades. En gériatrie, on accompagne d'abord des personnes âgées malades. Mais finalement, on porte un regard assez large aussi sur les personnes âgées, sur ceux qui les accompagnent, sur les aidants. Et très habituellement, on accompagne à la fois la personne âgée malade et son aidant, son proche. Et c'est un point tout à fait essentiel, je crois, de dire, alors je suis gériatre, donc je suis évidemment totalement de parti pris. Je pense que la gériatrie a compris ce que doit être le soin, le prendre soin et l'accompagnement de la personne âgée. Je pense qu'elle en a les clés. Elle sait comment bien faire. En tout cas, elle sait largement comment bien faire. Elle peut sans doute encore progresser, notamment progresser dans des réflexions interdisciplinaires, dans l'engagement des personnes âgées elles-mêmes, de leurs proches. Mais je pense que la gériatrie a assez bien compris comment bien prendre en soin une personne âgée. Et on a beaucoup parlé de considérer la personne et non pas le malade, ou juste même sa maladie. Je crois que la gériatrie a cette ambition-là, de soigner la personne et d'accompagner en même temps que la personne, d'accompagner ses proches. Donc j'ai plaisir à dire que la gériatrie, c'est bien, et quand on s'y engage, finalement, on est heureux d'y rester. Pourtant, la gériatrie fait peur. Elle fait peur aux jeunes qui s'engagent dans les études médicales. Une étude avait montré récemment, qui avait interrogé les étudiants qui commençaient les études médicales, qu'il n'y avait aucun étudiant qui décidait d'emblée d'aller faire de la gériatrie. Aucun. Pourtant, on a besoin de gériatres très certainement dans les années à venir. Il est d'ailleurs positif que la gériatrie soit devenue une discipline à part entière, au même titre que la cardiologie ou la chirurgie digestive est maintenant représentée par un DES, un diplôme d'études spécialisées que peuvent choisir les étudiants en médecine, mais ils doivent choisir à la fin des 6 années de médecine, dans lesquelles souvent ils ont, assez étonnamment, très peu entendu parler de la gériatrie, alors même que le soin à la personne âgée représente beaucoup, de plus en plus, et même l'essentiel dans certaines activités, qui soignent, quelles personnes soignent les cardiologues? Essentiellement quand même des personnes âgées. Qui sont opérées par les chirurgiens orthopédistes, essentiellement les personnes âgées. Mais finalement, comme on parle si peu de la gériatrie dans les 6 années d'études, comme beaucoup d'étudiants en médecine ne passent pas en gériatrie, eh bien, c'est difficile pour eux, au moment où ils doivent choisir en fin de 6e année, de choisir la gériatrie.
Et si vous vous intéressez au classement de choix des spécialités par les médecins à la fin de la 6e année, la gériatrie est parmi les toutes dernières disciplines choisies. Et bien qu'on ait besoin, on en avait fait le calcul, d'environ 450 gériatres nouveaux chaque année, on en forme en France environ 200. Alors, ça ne risque pas, la démographie de la gériatrie ne risque pas de s'améliorer dans les années à venir. La gériatrie donc fait peur aux étudiants en médecine, elle fait peur globalement aux professionnels de santé, notamment parce que les métiers y sont difficiles, les métiers y sont insuffisamment valorisés, les métiers y sont insuffisamment payés. Et puis la gériatrie, elle fait peur aussi au public. Finalement, on a toujours, j'imagine, alors ayant 63 ans, finalement, je suis proche de la barre des 65 ans, mais on a toujours du mal, quand on avance en âge, à se dire qu'on va rencontrer un gériatre. On va rencontrer un gériatre. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis absolument convaincu que les gériatres peuvent faire beaucoup pour aider les personnes âgées à bien vieillir et à bien vivre aussi avec leur maladie. Et pour vous citer un exemple, assez récemment, j'ai un homme qui vient me voir en consultation, qui était très droit, qui marchait très bien, et il entre et il s'assoit donc en face de moi. Il me dit « Bon, docteur, je suis venu vous voir parce que je pense avoir atteint l'âge qui justifie que je rencontre un gériatre et que peut-être un gériatre pourrait maintenant m'être utile. » Je me penche sur son dossier et il avait quand même attendu 99 ans pour penser que peut-être il avait l'âge pour rencontrer un gériatre. La gériatrie, donc je pense, elle est clé. Certainement, on ne fait pas toujours bien dans nos services de gériatrie, évidemment. Et même dans mon service, quand parfois je me retourne, je me dis ils sont loin peut-être les idées qu'on souhaiterait mettre en place, concrétiser dans notre approche de la personne âgée. Mais je pense qu'elle a les clés et elle a aussi des concepts qui lui permettent de penser le soin à la personne âgée. Dans ces concepts, il y a les syndromes gériatriques, il y a la décompensation fonctionnelle, il y a beaucoup de choses, et il y a la fragilité. La fragilité, c'est vraiment un concept très central en gériatrie, à tel point que certains gériatres disent que la gériatrie, c'est la médecine de la fragilité. Je ne suis pas absolument certain que ce soit la réalité, en tout cas, ça illustre bien le fait qu'on considère en gériatrie que vraiment la fragilité est un concept très central. Même si on ne s'accorde pas sur les outils qui permettent de la repérer, ou en tout cas on s'accorde sur le fait qu'il n'y a pas un bon outil qui permettrait dans tous les contextes de repérer la personne âgée fragile, on s'accorde quand même sur la définition de la fragilité. Pour le gériatre, la fragilité, c'est la diminution des capacités à faire face à un stress, comme une chose fragile qui finalement subit un petit choc et casse. Alors c'est un peu ça l'image de la fragilité pour la personne. C'est quelqu'un qui subit un stress qui peut être une pathologie aiguë, qui peut être un changement environnemental. Et puis, à cette occasion, sa capacité à résister au choc ou à retrouver son équilibre après le choc est diminuée, d'où un risque d'événements péjoratifs, de décompensation, comme on dit, de décompensation en cascade, qui va conduire finalement au grand risque associé à la fragilité, qui est la dépendance. Et la dépendance, on la définit comme le besoin d'être aidé pour les actes de la vie quotidienne. J'y insiste un peu parce que, ce n'est pas le sujet du jour, mais parce que les gériatres considèrent que la dépendance n'est pas l'opposé de l'autonomie. L'autonomie, c'est pour nous la capacité qu'ont les personnes à décider pour elles-mêmes. Et une personne, même très dépendante, garde très largement la capacité à décider pour elle-même. Et penser la dépendance comme l'inverse de l'autonomie, c'est penser qu'une personne âgée qui a une hémiplégie, qui a besoin d'être aidée pour se laver ou s'habiller, finalement n'a plus d'autonomie, donc n'a plus à décider pour elle-même. Donc, ce sont deux notions qui nous paraissent aussi très importantes, qui sont assez centrales aussi dans l'approche gériatrique. La fragilité, donc, c'est un concept qu'on utilise beaucoup et qui nous permet de raisonner. Cette notion, elle est, quand on parle beaucoup de cela aujourd'hui et de vulnérabilité, en fait, dans le milieu de la médecine, je pense qu'elle est assez révolutionnaire en réalité. Parce qu'en médecine, une personne, elle est décrite comment ? Et c'est utile de le faire.
Elle est décrite par essentiellement ses antécédents, dans lesquels, si on est un peu plus intelligent, on va aller sur les maladies évolutives, en ignorant peut-être des antécédents passés qui n'ont pas d'impact aujourd'hui. On la décrit par les traitements, les médicaments qu'elle prend au quotidien, ou les autres traitements. On la décrit surtout par ses maladies aiguës qui l'amènent à vous consulter. Et puis ensuite, on va les décrire par les données de l'examen physique et les données d'autres examens biologiques ou paracliniques. Mais vous voyez bien que dans cette description, on est très incomplet. Et on est très loin d'aborder la personne, et on est très loin aussi d'aborder la question du risque associé à l'état de santé. Et inscrire la fragilité dans notre mode de pensée, je trouve que c'est assez révolutionnaire, en fait, déjà dans le monde médical. La fragilité, en plus, elle est... Alors, ce n'est pas seulement un truc théorique, hein, c'est vraiment quelque chose qui, finalement, a des conséquences pratiques. D'abord, on décrit dans la population âgée 3 sous-groupes. Le groupe des fragiles, le groupe des vigoureux, dits robustes aussi, et puis le groupe des dépendants. Et il y a un risque majeur, donc, d'évolution de l'état fragile à l'état dépendant. Habituellement, cette évolution, elle est définitive, elle n'est pas réversible. Et puis, une autre chose qu'on sait, c'est qu'en revanche, il y a une certaine réversibilité entre l'état fragile et l'état robuste. Et tout cela est en fait très intéressant, a des conséquences pratiques. La première, c'est que si on repère une personne âgée qui est chez elle en dehors de toute agression, qui est fragile, eh bien on peut essayer d'en comprendre les raisons. Pourquoi est-elle fragile? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est dénutrie? Est-ce qu'elle est dépressive? Est-ce qu'elle a des troubles cognitifs? Et potentiellement essayer de réverser la fragilité pour l'éloigner du risque de dépendance. Et ça se traduit concrètement par des actions menées maintenant qui s'installent en France et dans lesquelles les gérontopoles auront un rôle, comme ICOP, qui est un programme national, mais en fait international porté par l'OMS, et puis plus régionalement Tempoform. Mais certainement Tempoform et ICOP vont s'articuler. Donc ça, c'est un premier intérêt de cette notion de fragilité gériatrique, c'est cette réversibilité potentielle. Et en France, vous le savez, on vieillit longtemps, on a d'excellentes espérances de vie, mais de moins bonnes espérances de vie en santé, sans dépendance, sans incapacité que beaucoup d'autres pays. Donc on peut faire mieux, certainement, dans la prévention de la dépendance. Et puis l'autre grand intérêt, c'est la personne agressée, fragile, parce qu'elle est à haut risque justement de faire cette cascade de décompensation qui va conduire à la dépendance. Et ça, c'est du concret, parce que un tiers, peut-être le savez-vous, un tiers des plus de 75 ans sortent de l'hôpital plus dépendants qu'ils n'y sont entrés. Il y a des études qui démontrent que dans la majorité des cas, en fait, si on prenait différemment en soin la personne, et quand on dit différemment en soin, c'est pas prendre différemment en charge la pathologie qui amène la personne, c'est la prendre plus globalement en soin, eh bien, on pourrait éviter la majorité de ces dépendances iatrogènes acquises. Et la ville, à juste titre, nous reproche ces personnes qui sortent de l'hôpital plus dépendantes qu'elles n'y sont entrées, et on pourrait certainement faire beaucoup mieux. Alors la fragilité aussi, je ne veux pas être trop long, mais je pense que je ne dépasse pas mon temps. La fragilité, aux yeux des gériatres, elle est clairement multidimensionnelle. C'est-à-dire, je pense que non seulement il y a une définition finalement assez partagée de la fragilité en gériatrie, qui est cette diminution des capacités à faire face à un stress, mais je pense aussi qu'il y a une espèce d'unanimité à considérer la fragilité comme multidimensionnelle et multifactorielle, avec un facteur âge. Mais finalement, alors bien sûr, à 90 ans, on a plus de risque d'être fragile qu'à 60 ans, c'est tout à fait certain. Mais l'âge ne fait pas à lui seul la fragilité. Et puis, il y a d'autres facteurs médicaux qui vont faire que la personne est fragile, et notamment les maladies, et surtout les maladies chroniques. Mais on admet aussi qu'il y a d'autres facteurs, en particulier des facteurs sociaux. Les ressources humaines, financières, matérielles vont jouer un rôle. On sait que l'isolement est un facteur très contributif de la fragilité dans nos pays. Et puis, on admet aussi que dans les facteurs, il y a un facteur sociétal. Il y a la place qu'on accorde aux personnes âgées, on en a beaucoup parlé ce matin. Et il y a beaucoup d'agisme en France, et il y a beaucoup d'agisme dans le milieu médical. Ça pourrait paraître bizarre, mais
il y a une énorme discrimination. C'est-à-dire clairement dans le milieu médical, et c'est aussi pour ça peut-être que la gériatrie est si peu choisie, c'est que ça n'est pas la même chose en gros, ça n'a pas la même valeur de soigner un jeune de 18 ans qu'une femme de 92 ans. Ça n'a pas la même valeur. Et la priorité dans notre tête ira toujours à la personne jeune. Mais ça, c'est culturellement inscrit. Et je regarde l'heure pour ne pas... Parce que finalement, j'avais dit que j'avais peu de choses à... Mais une fois que je suis parti, je suis parti. Allez, encore une minute ? Encore 2 minutes alors. Sinon, je ne dis pas mon petite anecdote. Non, mais c'était pour dire que cette priorité donnée aux jeunes dans le milieu médical, dans le milieu de soins en France, est en fait culturellement déterminée. Et j'ai un ami qui était médecin sans frontières et qui était en Afghanistan. Mais il y a une roquette qui était tombée sur un village, donc ils interviennent. Il y a plusieurs blessés. Évidemment, la priorité pour l'équipe française va tout de suite au nouveau-né. Ils se précipitent sur le nouveau-né. Et l'équipe voit accourir la population qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Là, on a notre chef, notre sage, qui est en train de mourir, mais la priorité, c'est d'aller soigner cette personne âgée. Parce que le nourrisson, mais on peut en refaire un demain. » Et voilà, ça, c'est notre culture, d'où tout de même un agisme important pratiqué aussi dans le milieu médical. Alors je termine, parce qu'aussi Régis me l'a demandé, on a créé, donc les gérontopoles, c'est donc un lieu de réflexion très interdisciplinaire. Et chaque gérontopole a un comité scientifique très interdisciplinaire, avec une forte présence des sciences humaines et sociales, et toujours aussi des représentants des usagers, et ça c'est très important. Mais on a créé à Lille, il y a quelques années, un groupe interdisciplinaire autour du vieillissement, et en fait, alors c'est lillois, on a recruté, on a essayé de rassembler toutes les équipes de l'Université de Lille qui s'intéressaient au vieillissement. Et donc on a rassemblé des équipes de philosophes, des équipes de sociologues, un géographe du vieillissement, mais aussi bien sûr des psychologues et des gens du monde de la santé, dont évidemment des gériatres. Et on a travaillé ensemble, on a réfléchi ensemble à des sujets, et en particulier à la vulnérabilité. Et puis aussi, ce groupe a créé finalement, a associé des partenaires étrangers, et ça a donné lieu à Coverage. Et j'étais très honoré, madame, que tout à l'heure vous citiez Coverage. Et donc c'est ma conclusion, qui sont les résultats de la réflexion de Coverage sur la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, on est assez d'accord, je pense, sur le fait que c'est l'augmentation du risque d'être blessé, de subir un dommage. Et finalement, en gériatrie, elle est souvent considérée comme une espèce d'équivalent de la fragilité. Ou bien, en gériatrie, si on parle des vulnérabilités, en gros, on va parler des facteurs de risque de fragilité. Et le groupe Coverage, lui, a pensé les choses différemment. Et finalement, son modèle arrive à dire que la précarité et la fragilité sont inclus dans la vulnérabilité, et notamment dans une dimension particulière de la vulnérabilité, qui est la vulnérabilité relationnelle. En fait, le groupe a considéré que dans la vulnérabilité, il y avait 2 dimensions. Une dimension individuelle, anthropologique, en fait, qui tenait à la personne, et puis une vulnérabilité relationnelle qui tenait aux relations de la personne avec son environnement, avec les autres, dans la question de l'interdépendance qu'on a présentée. Et finalement, avec ce regard, on peut considérer que la fragilité est une forme particulière de vulnérabilité relationnelle, puisqu'il s'agit d'une diminution à s'adapter à des changements environnementaux. Ces changements environnementaux, ça peut être la maladie, mais ça peut être un changement de lieu de vie. Et puis la précarité, qui est finalement liée à une difficulté d'accès aux ressources ou aux protections, finalement qui va conduire à potentiellement altérer les conditions de vie de la personne, elle-même s'inscrit bien dans une vulnérabilité relationnelle. Et donc dans ce modèle que j'ai trouvé très intéressant, et je le vante d'autant plus que en fait, je n'étais pas présent au moment du temps de réflexion du groupe. Dans ce modèle-là, il y a la vulnérabilité avec ses 2 dimensions, personnelle et relationnelle. Et dans la dimension relationnelle, finalement, on positionne assez bien la précarité et la fragilité.
Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps de réflexion et de réflexion avec vous. Merci beaucoup, François, de nous apporter cet éclairage et de nous aider à envisager des nouveaux modèles ou des nouvelles portes. C'était vraiment très important ce que tu viens de dire. Je vais vous donner, Gérald, de la parole pour savoir si, du point de vue du dispositif d'appui à la coordination, l'IPVS, finalement, ça apporte quelque chose de plus. En quoi, pourquoi, comment, pour 10 minutes, parce que l'horloge a tourné. Et donc, vous allez manquer de temps, mais vous réglerez vos problèmes avec votre voisin. Hein, voilà. Toutes mes excuses, alors. Bonjour à tous. Donc, Gérald Ngomas, je suis le directeur général du DAC de Franche-Comté. Pour vous expliquer un petit peu en quoi l'IPVS pourrait nous apporter quelque chose, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un DAC, parce que j'imagine que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un dispositif d'appui à la coordination. Donc, nous, on se situe sur la coordination au domicile des patients et également des professionnels. Notre public, le public, il est de 0 au décès, sur toute pathologie, et notre porte d'entrée, c'est la maladie. Alors, on parle, nous, encore de maladie. On est sur des activités pluriprofessionnelles. On en a parlé ce matin. On est sur le médical, le médico-social et le social. Donc, quand on parle de vulnérabilité et la transversalité de la vulnérabilité, nous, on est au carrefour de ces différentes vulnérabilités. Donc, c'est en ça que le DAC voulait s'inscrire aussi dans la démarche de l'IPVS. Quand Régis est venu nous le présenter, moi, j'ai trouvé que c'était juste génial. On se comprenait, quoi, sur cette dimension très transversale, et notamment la coordination au domicile et les différences des acteurs qui devaient intervenir autour du patient. Parce que c'est bien du patient, de l'usager, de la personne dont on parle. Les missions d'un DAC, il y en a 3. Elles sont la mission 1, d'informer et d'orienter. Donc, on va informer, que ce soit le patient, que ce soit le professionnel de santé, ça peut être des structures médico-sociales, des structures sociales. On peut les informer sur des dispositifs existants, autres que les nôtres. On va pouvoir les orienter aussi auprès des bons dispositifs. Ça, c'est la mission 1. Sur la mission 2, on va être sur de l'accompagnement de personnes, ce qu'on va appeler, nous, de l'appui à la personne, à la prise en charge coordonnée. Donc, on va suivre des patients sur un certain moment, donc avec une inclusion dans notre dispositif. Et à partir du moment où on estime que la situation elle est stabilisée, on va en sortir. Et puis, sur la mission 3, on est sur la structuration des parcours de santé, puisqu'on est bien sur des parcours de santé donc complexes, et la coordination territoriale. Donc, quand on a parlé aussi de territoire ce matin, on est complètement, nous, dans nos missions autour de l'Institut des vulnérabilités. Pour ce faire, on utilise des outils, des systèmes d'information. On utilise la plateforme ITIX, qui est un système d'information régional partagé que l'IPVS utilisera également, en tout cas l'équipe EAVE. Nous travaillons autour d'un autre outil qui s'appelle le PPCS, et on répond dans ce cadre-là, c'est un plan personnalisé de coordination et de santé. Nous répondons aux besoins du patient. On a beaucoup parlé de besoins de la personne et du patient, et donc c'est par le biais de ce PPCS que nous répondons, en tout cas, aux besoins du patient qu'il formule lui-même, que nous faisons avec lui. Vous m'entendez pas ? Mal, pardon. Et donc, là où l'IPVS peut apporter, au regard de toutes les missions que moi je viens de citer pour le DAC et donc pour les patients, là où l'IPVS, moi, il me semble, peut nous apporter quelque chose, c'est au niveau du repérage, parce que l'entrée de l'hôpital, je dirais, pour un dispositif comme le nôtre, ne se fait pas comme ça.
Là, on repère directement le patient au pied du lit, si je peux me permettre l'expression. Donc, on a un vrai repérage et une bonne orientation de la complexité, enfin, du patient vers des dispositifs comme le nôtre qui vont aller sur le domicile, en tout cas le terrain, avec les professionnels de santé libéraux, organiser la prise en charge de ce patient. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est inscrit sur la démarche de l'IPVS et qu'on imagine que ça va apporter une complémentarité à nos dispositifs et ce qui existe déjà. Sans parler du volet recherche, évaluation après, voilà, pour ce qui nous concerne. Et des usagers aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Là aussi, je vous ai stressé avec l'horloge. Monsieur Coiplet, vous vouliez rajouter quelque chose à tout cela, peut-être? Oui, pour terminer, moi je pense qu'on a besoin d'un institut même national des vulnérabilités, objectivement. Et ce que nous apporte le professeur Aubry, c'est les prémices, l'aiguillon de ce que devrait être la santé de demain. Enfin, promouvoir la santé pour prévenir, accompagner et valoriser la vulnérabilité. Ça, c'est un beau programme pour un ministère de la Santé. Supprimons les frontières entre sanitaire, médico-social et parfois social. D'autres pays européens l'ont fait. Considérons aujourd'hui que parmi les 4 principaux déterminants de santé, et celui qui est le plus fort, qu'on appelle les inéquités sociales, mais là on y retrouve de la vulnérabilité, nos comportements, la génétique, l'environnement, l'accès aux soins pesant pour 20% au fond de l'état de santé. L'Institut de la vulnérabilité est là et sera là pour nous le rappeler. Entendons la parole des usagers, mais pas seulement une parole, je pense que vous l'avez comprise, voilà, alibi, mais une parole qui fasse qu'on est dans la valeur en santé. La valeur en santé, c'est l'exemple du chirurgien ou du médecin qui va dire l'opération a réussi, tout va bien, et le patient qui dit mais j'ai mal. Oui. Il y a un sujet là aussi, dans cette dimension de partenariat. Considérons, et vous l'avez dit, et c'est vrai que les gériatres, c'est vrai que les psychiatres, très certainement, c'est vrai que les cancérologues peut-être ont compris que, excusez-moi pour les collègues de l'ARS, parce que je cite chaque fois vous savez, les moines taoïstes qui disaient 4 siècles avant Jésus-Christ, le médecin c'est celui qui soigne la maladie, le bon médecin c'est celui qui soigne le malade, et le grand médecin est celui qui soigne l'environnement. Considérons aujourd'hui, et merci professeur, que nous avons là de grands médecins qui soignent l'environnement, au sens où voilà, c'est l'ensemble qui compte. Et pour terminer, quelques points quand même. On ne l'a pas trop développé, mais je pense sincèrement que la question du territoire, qu'on sort un peu à toutes les sauces, mais il est une réalité. C'est souvent d'ailleurs dans les territoires que les initiatives de prévention des vulnérabilités sont les plus innovantes, les plus fortes, les plus concrètes, les plus opérationnelles. Surtout si on arrive à mettre tout le monde autour de la table, sans désigner de bouc émissaire ou sans dire c'est lui qui est la cause de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser à un seul acteur, mais bien à tout le monde, et en particulier pour nous. Et qu'attendons-nous, mesdames et messieurs, pour innover, rendre la prévention plus effective, développer la responsabilité populationnelle, bref, trouver les prémices. Et j'oublie pas l'innovation et la recherche, parce qu'en matière de vulnérabilité, je pense que, merci professeur, parce qu'il faut qu'on fasse un peu des pas de côté pour essayer de... Allez, je lance, on pourrait même imaginer demain, si elle est bien utilisée, que l'intelligence artificielle puisse être un vrai moyen au service de la vulnérabilité, parce qu'elle permettrait plus vite de repérer et d'agir. Donc, si elle est bien utilisée, voilà. Donc, merci madame, évidemment, je n'invite pas le professeur Aubry à devenir ministre de la Santé, mais pourquoi pas, pourquoi pas, même si l'actuel, évidemment, remplit bien la tâche, mais on voit bien qu'elle entend aussi, je pense, ce qui contient de prémices majeures pour la santé de demain grâce à l'Institut de vulnérabilité. Merci beaucoup. Nous avons commencé cette table ronde avec les usagers et je voudrais redonner donc une minute la parole à Marie-Catherine pour un mot sur l'attractivité des métiers, parce que je sais que tu voulais dire un mot là-dessus. Oui, parce que ça vous est cher aussi. Je pense que la culture de décision partagée entre soignants, soignés, les patients et leurs représentants, ça devrait permettre aussi de donner du sens à la fois aux patients et aux soignants. Et peut-être que c'est aussi un des éléments qui permettra que les métiers de la santé, je ne sais pas s'il faut que je dise du soin, de la santé, soient plus attractifs
allons-y, patients partenaires, avec des organisations partenaires, des associations partenaires, on devrait y arriver. Et c'est ça le grand enjeu de l'IPBES, c'est tout. Merci beaucoup à tous. J'ai encore, oui, parce que je suis un peu brouillon, il faudra, ce qui sera très intéressant, c'est qu'on puisse évaluer le coût de cette affaire pour les institutions, les financeurs, mais aussi pour le patient. Vous savez que France Santé travaille sur les coûts invisibles et on s'aperçoit qu'en dehors de tout ce qui est pris en charge, les patients, en particulier ceux qui ont des maladies chroniques, ils ont à peu près 1 500 € à 2 000 € par an à leur charge. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout soit pris en charge, c'est pas ça, mais c'est important de savoir combien ça nous coûte. Merci beaucoup. Il est 14h46.